En 2028, on n'aura plus de smartphone. Il faut savoir qu'il y a une période où j'avais un métier où j'avais beaucoup de temps à perdre. D'ailleurs, j'ai été DJ à New York, voilà. Ouais, non. Ça défonce les C'est violent, il fallait absolument que je t'en parle. Ça, c'est très faible. Salut à tous et bienvenue dans le premier numéro de The Grand Talk. C'est marqué derrière, c'est le podcast de The Grand Test. Et ce podcast, ça fait un moment qu'on le prépare et on est super content d'avoir... Ah putain, on a oublié l'invité. Fanny, on a oublié l'invité. Il y a personne. Benjamin, on fait comment? Il va falloir qu'on fasse apparaître quelqu'un de qualité. Bougez pas. Et voilà. Paul. Non, bah voilà, tu voulais quelqu'un de qualité, forcément, j'apparais. Ça pouvait être qui d'autre? Excuse-moi. C'est clair, attends, je suis hyper content. Merci ça Paul fait plaisir, d'être venu. merci pour l'invite, c'est cool. Bah écoute, c'est super chouette. En plus, t'as une belle couleur bleue qui fait un contre derrière toi. Ouais. Je trouve que c'est hyper joli. Bravo à Fanny et Benjamin pour avoir préparé tout le setup du podcast. Franchement, c'est cool, c'est très propre. Ouais, c'est chouette. Et franchement, on se sent comme à la maison. Ouais, t'as et du ça, café, tout le ça. petit café, franchement, on est au top. Upton. T'as pas l'habitude de me voir avec mes lunettes, mais comme j'ai le conducteur, on va dire, je vais être obligé de mettre mes lunettes de temps en temps. Peut-être que vous n'allez pas me reconnaître parce que j'aurai mes lunettes, mais... Non, mais elles te vont bien, en vrai. C'est vrai? Ouais, t'es beau gosse avec tes petites lunettes. C'est pas mes Ray-Ban Meta, parce que mes Ray-Ban Meta... Bah ouais, non, par contre, je suis déçu parce que, franchement, non, mais elles sont dans le bureau à côté. Là, ouais. Mais j'ai pas mes verres correcteurs dessus, j'étais tellement pressé de les avoir. Faudrait peut-être les intégrer dessus, en vrai. Bah je sais. En plus, j'ai discuté avec un copain qui les a pris sans les verres correcteurs. Il a fait mettre ses verres correcteurs après, il l'a mis lui-même en fait. Ouais. Tu pousses comme ça. Tu les vires et tu t'intègres les nouveaux. Faudrait peut-être que je fasse ça. Parce que ce serait l'occasion de tester quoi. Ok, écoute, tu sais quoi? Je vais pas bosser, c'est toi qui vas bosser. Je vais te laisser 1 minute pour te présenter, pour regarder les gens. Tu leur dis qui tu es, ce que tu fais. On t'écoute, Paul. Et bah salut tout le monde. Moi c'est Paul, alias Nacrium sur les réseaux et je parle de tech un peu comme toi. Je parle beaucoup de tech sur YouTube, je parle beaucoup de tech sur TikTok et sur Insta. Je commence à parler un peu de tout, de rien, de ma vie, de partager mes balades avec mon chien, mon sport, enfin voilà, partager tout simplement ma vie. Je m'éclate avec les gens et parler de ce qui me plaît, tout simplement. Et je pense que c'est la façon la plus simple de parler de moi. C'est de dire que j'aime partager ce que j'aime faire. Ok, c'est une super bonne idée. Bah d'ailleurs, justement, tu as parlé de TikTok, de Instagram, de YouTube. Ouais. J'ai quelques questions à te poser. Donc sur YouTube, tu viens de passer les 100 000 abonnés, tu es à 101 000. Ouais. Ta vidéo la plus vue, c'est une vidéo qui s'appelle Je dis la vraie vérité sur Rhino Shield. Et tu précises que c'est non sponsor, donc ça c'est vachement bien. C'est la vidéo qui a le plus marché, je crois que tu es à 200 ou 300 000, un truc comme ça. Ouais, je crois qu'elle a fait 300 000, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment, en fait, c'était la grosse période où tu avais Rhino Shield partout. Mais vraiment partout. N'importe quel créateur avait fait. Tu sais, c'était le starter kit du youtubeur, tu avais fait ta pub Rhino Shield, sinon t'étais pas un vrai youtubeur. Mais t'as fait aussi celle dans le même genre de NordVPN, j'ai vu. Mais, alors, du coup, comme le format a marché, j'ai fait avec NordVPN. Mais effectivement, ça partait de l'idée de se dire, ok, ils nous vendent tout le temps les produits, mais qu'est-ce que ça vaut vraiment? Et alors. Spoiler alerte, vous verrez la vidéo si vous voulez la voir, mais grosso modo, c'est sur les anciens modèles de coque maintenant parce que ça date, mais dans l'absolu, les produits étaient cool. Si ce n'est, tu sais, t'avais les boutons que tu pouvais changer de couleur et ça se pétait tout le temps. Et t'avais leur maillage, leur mèche maison là, peut-être dans la coque, qui laissait des traces, notamment sur le verre des téléphones au dos. C'était les 2 petits problèmes que j'avais vus, mais grosso modo, sinon ça fonctionne plutôt bien. C'est une bonne coque. Ok. Ouais. Alors j'ai une autre question sur ta chaîne YouTube, la plus ancienne visible sur la chaîne, c'est je teste l'iPad Pro de 2020, 12,9. Elle date de 2020, mais ta chaîne date de 2008. Est-ce qu'il y a des vidéos qui ont disparu depuis? Alors il y en a pas qu'un peu. Non, parce que là il y a des trucs. Il y a des dossiers et tout. Non, il y a des gros dossiers. En fait, au tout début, ma chaîne c'était vraiment pour partager des trucs avec des potes, mettre en ligne quand j'étais en études des vidéos, des projets, etc. Mettre quand j'ai fait de la musique, un peu mes musiques dessus, tu vois. Donc il y a plein de trucs cachés. Et au tout début, ma chaîne, il y avait une tentative de faire un peu du divertissement. Le problème, c'est que c'était pas divertissant, tu vois. C'est vrai? Non, donc il y a pas mal de choses qui ont disparu. Et en fait, j'ai vraiment commencé à être sur YouTube à partir de 2018 et j'ai vraiment commencé la tech à partir de 2019. Donc il y a plein de vidéos qui ont disparu. D'accord, ok. C'était plus du tout cohérent, quoi. Non, ça avait plus de sens. Alors ça, c'est pour YouTube. Sur TikTok, j'ai vu que tu avais 300 000 abonnés. C'est quand même c'est assez solide. Tu as une vidéo qui a 34 millions de vues. Sur TikTok? Ouais. Ou alors là, 34M, c'est bien 34 millions. 34 millions, Bah regarde, parce qu'il y a une vidéo qui s'appelle J'ai pu tester les nouveaux smartphones vraiment intelligents de Samsung. Bah tu vois, je l'apprends parce que je le savais même pas. Voilà, mais sur Instagram, tu as 44,8 abonnés. 44 abonnés, non, 44 000. 44 000. Tu parles de sport, de food, de musique et aussi de tech de temps en temps. Ouais, de temps en temps. Et enfin, ça prend de moins en moins de place dans mon contenu sur Instagram où en fait, je profite de cette plateforme qui est un peu plus directe pour
juste partager ma vie et vraiment être plus proche de l'audience, même si des fois ça n'a plus aucun rapport avec mon contenu habituel qui est plutôt tech. C'est vraiment genre créer quelque chose en proximité avec les gens. Il y a de l'échange, les gens ils répondent aux stories. Il y a vraiment ce truc de on partage en direct avec les gens et je trouve ça plus agréable que les commentaires YouTube ou quoi ou qu'est-ce, parce que là vraiment il y a du répondant, c'est dans l'instantané, etc. Je trouve ça plus... ça crée une vraie proximité, quoi. Chose que nous on fait pas du tout en fait. Mais faut s'y mettre, faut partager avec les gens, c'est ça qui est trop cool en fait. Je sais, mais je suis pas si prêt de partager ma vie au quotidien avec tout le monde. C'est quelque chose de difficile. Il m'arrive tellement de conneries tous les jours, je me fais mal, je me cogne. Mais ça montre aussi le côté humain en fait, ça montre que... on est des humains. En fait, il y a les gens qui s'imaginent que les influenceurs, c'est les créateurs de contenu, machin, c'est forcément la belle vie, les Bahamas, etc. Alors que Ah bon ? Parce que pour toi ça l'est pas ? Bah écoute, tu sais, moi il y a des fois où je me fais chier. Moi j'ai mon jet privé qui m'attend là. Après le tournage, je vais aux Seychelles là. Si tu peux me déposer à la maison sur le retour, ça m'arrange, ça m'évitera les emboutes. Alors Paul, tu as évoqué 2 sujets tout à l'heure quand tu me parlais d'Instagram, la musique et le sport. Alors normalement dans l'émission on a un seul sujet chaque fois, enfin bon, même si la première c'est le concept qui est comme ça, mais là il y a quand même 2 sujets que j'aimerais évoquer avec toi. Le premier, c'est la musique. Tu me disais que tu faisais de la musique avant. Parle-moi un peu de ce que tu as fait. Moi, c'est déjà de base, c'est familial. Ma mère, elle est musicienne professionnelle. Ah ouais ? Elle est violoniste professionnelle. Donc, elle a travaillé avec, je vais pas te faire la liste, mais entre autres, Céline Dion, Obispo, enfin bref. C'est pas vrai. C'est son métier. C'est genre vraiment, elle en vit au quotidien. Incroyable. Donc, j'ai baigné très très tôt dans la musique, si tu veux. Et évidemment, je voulais pas faire comme tout le monde et je voulais un instrument qui prenait de la place. Donc, j'ai fait, je crois, 14 ans de batterie, 10 ans de percussion, ou un truc comme ça. Donc beaucoup de musique. Et ça m'a suivi dans mes études sup en partie parce que moi j'ai un diplôme de composition de musique à l'image et de sound design. Alors, plot twist, trouver du travail là-dedans en France, c'est compliqué. C'est ce qui a fait que j'ai pas continué dans cette voie-là. Mais à la base, la musique, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et je pense vraiment que c'est une des composantes essentielles de ma vie, en fait. Genre, vivre sans musique, pour moi, je ne peux pas. Et tu composes aussi, donc aujourd'hui, tu continues à faire de la musique ou pas ? Alors, là, je suis en train de me réchauffer pour m'acheter des platines et me remettre à mixer, parce que j'ai mixé pendant un moment. C'est vrai ? Ouais. Mais tu mixais à l'époque où on avait des vrais vinyles, où tu as commencé à mixer à l'époque où les vinyles étaient connectés sur Serato ou notre application. Je suis déjà arrivé quand ça commençait, les balbutiements de Serato, etc. Donc, parce que moi, quand j'ai commencé à mixer, c'était les vinyles. C'était les années 90. Et d'ailleurs, j'étais DJ à New York. Voilà. Sérieux, trop cool. C'est vrai. Putain, pendant on était 90 ou 91, je crois 90. Et je mixais évidemment avec des vraies platines et des vrais vinyles, quoi. J'ai vu la transformation qui a été incroyable. Ça a dû être vraiment un vrai switch parce que tu passais de te balader avec tes caisses de vinyle à genre ton disque dur ou avec les USB, c'est un truc incroyable. De fou. Et nous en fait ça a été plus une méthode pour faire de l'argent avec mon meilleur pote, tu vois. Ah ouais. On a mixé, on s'est rendu compte qu'il y avait une rentabilité entre guillemets facile parce que nous c'était du plaisir, tu vois. Et donc on s'est mis à mixer pour des mariages, des anniversaires, les soirées étudiantes, etc. Les soirées étudiantes c'était incroyable, tu vois. Et avec le temps, donc lui, même si je mixais un peu, il se basait plus sur le mix. Et moi, j'ai commencé aussi à gérer de la lumière, etc. Pendant nos soirées. Et en fait, on avait monté chacun des boîtes de soirées, tu vois. C'est vrai ? Ouais. Ah, on a fait ça pendant des années, c'était incroyable. Et donc, du coup, là, je me réchauffe à vouloir me reprendre des platines pour remixer un peu. Mais de la compo, très honnêtement, j'arrive pas à trouver le temps ni l'énergie de réinstaller tous les VST, tous les machins. J'ai un peu la flemme de me remettre là-dedans. Mais t'as des trucs encore qui existent aujourd'hui que tu as produits qui sont écoutables quelque part sur un SoundCloud, un truc comme ça ? Ouais, mais non. non, alors, vous n'entendrez pas Paul, en revanche vous allez le voir danser sur de la techno un peu hardcore. Je vous mets la vidéo ici en surimpression, c'était il y a quelques semaines au festival Fnac Live, on voit Paul danser. Donc voilà, j'espère que vous appréciez, on attend vos commentaires en description de la vidéo. Ça c'est faible, ça c'est très faible. Mais il fallait absolument que je t'en parle, oui, quoi. Voilà, je t'ai vu danser comme ça, c'était assez rigolo, c'était chouette. C'était sur Vladimir Cauchemar, je crois. Ouais, en plus, voilà, c'est pas du Céline Dion, tu vois. Non. Bah, moi, je suis très musique électronique en même temps. Ouais, moi aussi. Ouais, mais toi, plus calme que moi. Oui, un peu plus new disco, comme on dit. J'ai jamais vraiment arrêté de faire la musique. D'ailleurs, la musique de The Grand Test, c'est moi qui l'ai faite. Ouais, putain. Et puis, j'ai aussi des morceaux qui sont sur toutes les plateformes.
sous le nom Skytronic. Je faisais aussi de la batterie quand j'étais jeune. C'était plus compliqué parce que ça faisait un boucan infernal. C'était pas à l'époque des batteries électroniques, tu vois, c'était un petit peu avant. Non, moi j'ai une batterie, genre une Sèche. Remo, une vieille. D'accord. Tu vois, heureusement, j'étais en maison. Ouais, ça c'est bien. Tu vois, ça prend de la place, quoi. J'ai jamais racheté de batterie. Peut-être qu'une batterie Yamaha électronique me ferait plaisir pour mon anniversaire. Ou alors, franchement, si tu veux, pour plus facilement transporter tes trucs, prends un harmonica. Ah oui. Tu vois, c'est pratique, ça se. Mais c'est moins bon pour la rythmique, quoi. Ouais, après, il y a des trucs cool. Hein. L'harmonica, franchement, j'en ai acheté un parce que je trouve ça incroyable. C'est vrai. Et musicalement, c'est ultra intéressant. C'est difficile à apprendre ou pas? Ça demande un peu de technique. T'as testé plusieurs instruments. Quel est pour toi l'instrument de musique le plus difficile à apprendre? Comme j'ai fait un peu de compo, j'ai fait un peu de piano. Ouais. J'ai gratouillé 2-3 accords à la guitare. J'ai essayé le violon, puisque ma mère est prof de violon. Du coup, j'ai essayé le violon. Techniquement, je pense que le violon, c'est celui que j'ai trouvé le plus difficile. Alors, le deuxième sujet que je voudrais évoquer avec toi, ouais. Ça devait être le sujet du jour, et finalement, on a parlé de musique aussi, mais c'est le sport et la tech. Ouais. Le sport et la tech. Je suis tombé sur un post Instagram. Alors, c'était il y a une semaine, je crois que tu as posté ça. Ouais. Il y a un an, je me suis regardé dans la glace, je me suis détesté. Est-ce que c'est là où tu t'es vraiment mis au sport, où tu avais décidé avant de te mettre au sport? Est-ce que ça a été j'ai toujours plus ou moins fait du sport dans ma vie. Ouais. J'ai longuement fait du skateboard, j'ai surfé un peu, enfin j'ai fait pas mal de sports de glisse, beaucoup. Mais il y a une période où en fait quand j'ai lancé YouTube, j'ai totalement mis de côté, tu sais, moi physiquement, etc. Je vous invite d'ailleurs à regarder la plus ancienne vidéo de Paul. Il est tout maigrichon là. Ouais. Bah la plus ancienne, j'étais tout fin et après j'ai pris du poids, mais genre. Ah oui. Bah en fait, je suis monté jusqu'à 110 ou 115 kilos. Tu mesures combien? 1m80. D'accord. Et donc j'étais vraiment bien rond et en fait je me suis vu et j'ai fait mais en fait c'est pas possible parce que j'ai 30 ans, je souffle quand je monte les escaliers. Ah oui. Ça devenait critique, quoi. D'accord. Et alors quand t'as commencé, t'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as pris comme décision? T'es parti quoi? Tu t'es lancé comment? C'est quelque chose que je réfléchis actuellement, mais en fait c'était le projet dès le début, c'était de refaire une transformation physique. T'as eu la grande mode des transformations physiques sur YouTube, mais uniquement associé à des trucs qui ont un rapport de près ou de loin à la tech. Donc mes programmes et mon coach, ça a été ChatGPT. C'est vrai? Ouais. Okay. C'est lui qui me fait mes programmes. Incroyable. Je calcule toutes mes macros avec une application. Laquelle? J'ai Yazio. C'est quoi comme macro? Tu rentres tous tes aliments et ça te dit le nombre de protéines que tu as bouffé, le nombre de lipides, de glucides, et en fait ça te donne le nombre de calories que tu as consommé dans ta journée, combien tu en as dépensé, et en fait ça te permet d'avoir un suivi de toute ta consommation en fait. Mais tu es obligé de suivre vraiment tous les jours tout ce que tu consommes, tout ce que tu fais rentrer dans ta bouche, quoi. Et ça fait 428 jours que je le fais tous les jours. C'est vrai? Ouais, c'est devenu une routine pour moi. Et ça te prend combien de temps par jour? C'est à chaque repas, c'est 3 minutes, quoi. C'est vraiment genre. Tu le fais après chaque repas? Je le fais quand je prépare mon assiette. Je mets, tu vois, je vais me faire une assiette, je vais mettre 125 grammes de pâtes. Tu pèses tous tes aliments? Ouais. Après, je vais pas m'empêcher de vivre. C'est-à-dire que si j'ai une soirée avec des amis, je suis quand même humain, j'ai envie de prendre du bon temps. Mais tu vas peser ce que tu manges ou pas quand on est à des events, des trucs comme ça? Quand c'est des events ou que je vais au resto avec des amis, je le fais pas. Parce que Ou t'amènes ta balance? Non, on n'en est pas à ce point-là non plus. Le mec, il a la balance avec lui, il va peser ses cacahuètes. non, franchement, je suis pas jusqu'à ce point-là. Mais j'essaye au maximum au quotidien d'avoir un suivi assez fiable de tout ce que je consomme, en fait. Et alors le suivi que tu as, il te sert à quoi exactement? À voir ton évolution, si c'est efficace? De savoir si j'ai consommé assez de protéines par rapport à ce que je dois consommer selon mon poids, ma taille, mon activité. La même chose pour les glucides, les lipides. Et en fait, ça me donne aussi mon total calorique pour la journée. Et je sais que je dois être entre tant et tant de calories pour maintenir mon poids. Donc si je veux prendre en masse, je vais augmenter un peu ce total calorique en rajoutant un peu de protéines pour prendre de la masse. Ou alors réduire ce total calorique toujours en conservant un maximum de protéines pour perdre du gras sans perdre de muscle, tu vois. D'accord. En essayant de limiter la perte de muscle. Okay. En fait, c'est tout un jeu de nutrition à faire pour essayer d'adapter ton corps à tes objectifs. Au bout d'un moment, c'est une routine que tu mets en place et tu penses même plus, quoi. C'est ça, c'est qu'en fait, tous les jours, j'ai mon petit réflexe, le matin, le midi, le soir, je fais mon truc et puis et ça se fait tout seul. Donc tu m'as parlé de ChatGPT pour faire ton entraînement. Ça pour le tracking de la nourriture. Ouais. J'ai la balance Withings Body Scan. Celle qui a la poignée ? Ouais.
qui est trop bien. Ah bah ouais, moi aussi. Et bah ouais, bah voilà, tu vois. Attendez, bougez pas, parce que je vais vous montrer un truc. Essayez de trouver le point commun entre Paul et moi. On a la même montre, Paul. Ouais, la même mais montre. Je suis hyper étonné parce que c'est vrai que cette montre est magnifique, mais c'est une montre qui est plutôt lifestyle. Est-ce que tu fais du sport avec la Nova? Alors, du coup, Withings m'avait fourni donc la montre et la balance pour cette transfo. Je n'arrive pas à me résigner à mettre cette montre qui est très jolie pour faire du sport. Donc j'utilise ma vieille Apple Watch, c'est une série 6 qui tient la charge pour faire ma séance et qui après elle est morte, tu vois. Mais grosso modo, elle est cassée, elle est dans un sale état. Mais tu t'en sers pour le sport. Je m'en sers pour le sport si elle prend un coup. Et tu mets celle-là pour le style. C'est ça, c'est ça. Et ça me permet d'avoir, voilà. Alors si je te parle de ça, c'est parce que depuis quelques semaines, je me suis remis au sport. Ouais. Là, par exemple, je viens de faire une session de 6 km par jour avec mon tapis de course est chez moi dans mon salon, branché sur mon écran de vidéoprojection. C'est trop bien. Donc je regarde une série, okay. Un épisode égale un run. Donc ça fait 50 minutes par épisode et je fais ça tous les jours depuis une semaine. En vrai, c'est hyper crevant. Mais je me suis très rapidement aperçu qu'en fait, avec la Withings, c'est pas une montre qui est faite pour le sport. C'est-à-dire que déjà, elle est un peu lourde, mais en plus, il faut rentrer dans les menus. Si t'as pas tes lunettes, c'est mort pour aller savoir lancer le run. Elle marche super bien. Elle capte très très bien tous tes mouvements, la fréquence cardiaque, etc. Mais je trouve que c'est pas une montre pour le sport. Donc j'ai repris la Huawei Watch Fit 4. Qui est incroyable. Qui est vraiment hyper bien. Un rapport qui a été pris qui est dément. La 4 Pro ou la 4 classique? La 4 Pro. Okay, la 4 Pro, super bien. Et bah, la 4 Pro et la Watch 5, franchement, déjà, elles sont déjà très très belles. Ouais. Et c'est deux montres que j'ai adoré tester. Et la Fit 4 Pro, vraiment, au niveau sport, elle est incroyable. Le rapport qui a été pris, c'est dingue. Elle est à 250 €, je crois. Mais pareil, tu vois, je l'ai à la maison. En fait, j'ai déjà une montre qui est éclatée pour le sport, qui est bien abîmée. Et j'ai pas envie de les abîmer. Celles-là, elles sont toutes belles, elles sont toutes neuves. Ça m'ennuie, en fait, même si elles sont faites pour. C'est sur iPhone. Ouais. Et le fait d'utiliser ton Apple Watch, est-ce que c'est un avantage pour toi en termes d'écosystème? D'être ou non, pour la Huawei c'est pareil? Après, j'ai mon côté complétionniste et l'application Forme d'Apple où j'ai mes 3 petits cercles. Comme ça fait longtemps que j'ai commencé là-dessus, j'aime bien continuer là-dessus, tu vois. Mais dans l'absolu, je m'en moque, quoi, tu vois. C'est vraiment. Alors, je vais te confier un truc, j'ai plus d'Apple Watch depuis environ 2 ans. Ouais. Depuis 2 ans, je n'ai que des Withings. Donc, j'ai la Nova et la ScanWatch Horizon qui était juste avant. Ouais. Mais je me tâte à reprendre une Apple Watch justement pour le côté écosystème Apple. Prendre une Ultra, pourquoi? Parce qu'elle elle a beaucoup plus d'autonomie. Je suis de plus en plus, moi, à contrario, en train de... J'adore Apple, j'adore l'écosystème parce que j'y suis habitué, parce que j'aime les produits, etc. Mais je suis de plus en plus en train de m'en détacher, d'essayer de m'en détacher parce que l'innovation devient lente. En fait, on souffle de plus en plus. Chaque année, c'est vraiment le petit truc qui te dit « Ah tiens, je vais craquer ». Sauf qu'en fait, tu peux très bien attendre 3 ans avant de changer d'iPhone, 3 ans avant de changer d'Apple Watch. Ouais. Et tu vois, j'ai encore ma série 6, pour l'utilité que j'en ai, c'est-à-dire suivre ma séance de sport, ça suffit amplement. Tu vois, moi, je me suis arrêté à la série 7, tu vois, j'ai pas eu d'autres montres depuis la série 7, et la série 7, c'est mon fils qui l'a, quoi. Et aujourd'hui, est-ce que je vais reprendre une nouvelle Apple Watch? Très honnêtement, j'ai un gros doute. Est-ce que je vais quand elle sera morte, je vais pas rester sur la Fit 4 Pro de Huawei? Je pense que si, tu vois. En revanche, le truc qui me manque énormément, alors celle-là ne le fait pas du tout, mais par exemple la Huawei, si quelqu'un t'appelle sur ton téléphone, tu peux parler à la personne sur la montre. Ouais. Sauf que sur l'Apple Watch, tu avais la eSIM. Et du coup, tu pouvais partir vraiment sans ton téléphone et téléphoner, répondre au téléphone ou même appeler. Ça je crois que c'est un des seuls trucs qui me manque. La eSIM, tu l'as sur la Watch 5 par contre de Huawei. Ah, mais qui est celle qui n'est pas dédiée au sport. Voilà, qui est beaucoup plus lifestyle. C'est dommage. Mais j'avais aussi la eSIM sur mon Apple Watch Series 6 au tout début. Et en fait, au bout de quelques temps, j'ai laissé tomber parce que je trouvais que, en fait, déjà c'était une dépense supplémentaire. 5 €. Ouais, voilà, mais 5 €, donc ça fait 60 balles à l'année, tu vois. Et en fait, j'avais tout le temps mon téléphone quand même dans la poche. Ouais, mais tu vois, par exemple, quand j'ai fait le test de la Watch Fit 4 Pro, je me suis dit, j'ai pas besoin de mon téléphone parce que toutes les données qui vont être capturées par le GPS intégré seront transmises à l'application. En plus, sur l'appli de Huawei, il y avait une représentation graphique animée qui était vachement bien foutue. Et en fait, je m'apercevais que j'avais besoin de rien d'autre, quoi. Et je pouvais mettre à jour après. Ce qui me manque vraiment, c'est le fait de pouvoir être appelé. J'ai besoin parfois d'appeler, mais c'est une sécurité aussi, je trouve, de me dire si jamais il m'arrive un truc, tu vois, que la montre puisse, avec la détection de chute, etc. Et ça m'intéresserait de pouvoir partir sans mon téléphone. Ouais, je comprends cette vision-là du truc. Après, effectivement, tu peux te tourner sur la Watch 5 ou sur reprendre une Apple Watch. Alors, le problème des montres Huawei aussi, j'en ai parlé dans mon test, c'est que en fait, tu peux pas
avoir l'application Spotify. Tu peux mettre de la musique, mais il faut passer par l'application de Huawei et ça casse tout, quoi. Ouais, T'as l'impression d'avoir un baladeur MP3 d'il y a 15 ans. Mais le bon côté des choses, c'est quand même de voir Huawei qui revient un peu sur le marché après le ban US, notamment. Sur les téléphones, c'est compliqué, mais ils sont très très forts sur les. Mais même sur les téléphones, ils sont très bons. Hein. Oui, ils sont très bons. Mais le problème, c'est que maintenant, ils se prennent le ban, donc pas de 5G. Ça, c'est le problème aussi. Donc c'est un frein inévitable à l'achat pour les trois quarts des acheteurs, mais les produits en soi, ils sont incroyables en fait. Ouais, les PC Huawei, ils sont hyper bien, ils sont méconnus. Les écouteurs, ils sont hyper bien. Les montres en soi, dans l'absolu, c'est des très bons produits aussi. En fait, on est entouré de produits d'un écosystème qui est très intéressant et qui est juste bridé parce que les pauvres, sur la partie téléphonie, ils n'ont pas la 5G. Ouais, ça c'est un vrai problème ça. Alors que, pour moi, c'est dommage parce que on l'avait bien vu, hein, quand ils avaient accès au réseau, ils avaient devancé Apple, ils avaient devancé Samsung, ils étaient premiers vendeurs à l'époque des P20, P30 Pro, etc. Tout le monde ne jurait que par Huawei. Tu veux que je te raconte une petite anecdote sur Huawei ? Vas-y. Quand ils sont arrivés en Europe avec les téléphones, parce qu'ils étaient déjà présents sur le matériel réseau, mais personne ne savait que c'était Huawei. Ouais. Quand tu achetais un petit routeur 5G, pas 4G à l'époque chez Orange, c'était fabriqué par Huawei. Ouais. Il y avait plein de matériel réseau qui était fait par eux, les box étaient faites par eux aussi, chez certains opérateurs. Et quand ils sont arrivés en Europe avec les smartphones, ils ont dit voilà, notre ambition c'est d'être numéro 4 dans 2 ans. Tout le monde leur a rionné évidemment, et 2 ans plus tard ils étaient numéro 2, quoi. Complètement fou. Ça m'étonne pas. Et le ban effectivement les a fait sortir du top 10. Maintenant quand tu parles de smartphone Huawei, quand quelqu'un te dit j'ai un smartphone Huawei mais il est assez ancien, c'est quoi ? C'est le P30, c'était le dernier qui était sous Google. Ouais. Après c'était un peu différent pour eux. C'est hyper dommage parce que les produits sont super bons sur la photo, ils sont hyper bien, quoi. Ils arrivaient à tenir tête sans aucun problème aux piliers américains et coréens. C'était la marque chinoise qui avait réussi à tout dépasser. Et c'était vraiment l'époque où tu avais Huawei et tu avais juste en dessous Xiaomi qui arrivait vraiment sur le marché avec des prix ultra compétitifs, mais genre c'était vraiment les flagship killers, tu vois, Xiaomi à côté. Mais c'était une bonne époque, ça, tu vois. C'était typiquement une bonne époque où tu avais beaucoup d'évolution dans la tech et on s'amusait, tu vois. Alors pour finir sur le sport et la tech, j'ai une question à te poser. Quand tu fais du sport, d'abord tu fais du sport en salle ? Ouais, je fais de la muscu. Grosso modo, je fais de la muscu. D'accord. Tu écoutes de la musique ? Ouais. Tu écoutes avec quoi comme écouteur ? AirPods 4, ANC. Ouais. Je crois que c'est l'un de mes meilleurs achats tech. C'est vrai ? Ouais. T'avais eu les AirPods Pro 2 ou pas ? J'aime pas les intras. Donc j'avais mes AirPods 2 que j'avais acheté aux States. C'était le premier produit Apple que j'avais acheté aux États-Unis. C'était mes AirPods 2 à l'époque. Et je les adorais. Mais l'autonomie un peu faiblarde. Ouais. Quand il y a eu les AirPods 4 avec réduction de bruit actif, j'ai foncé en fait, c'est instantanément. Et je crois que c'est ton meilleur achat. Ah ouais, je vais partout avec, c'est incroyable. Ah, moi l'autre jour j'étais en train de, tu vois, ma série de 6 km tous les jours, j'avais très très chaud, parce qu'en plus c'était à l'intérieur de l'appart, j'avais très très chaud et je dégoulinais de partout, à tel point que mes AirPods Pro 2 commençaient à sortir un peu des oreilles, c'était chiant. Et le lendemain, j'ai pris le Sony WH-1000 XM6, le gros casque. Cool, hein. Il est incroyable. Ouais. Et de ce fait, je me suis rendu compte de la différence de qualité de l'ANC, de la réduction de bruit entre les écouteurs et le casque, où là, j'entendais plus du tout mon tapis, parce que c'était pour ça que je mettais les trucs, pour écouter, parce qu'il était branché sur mon Apple TV, pour écouter le son de la série, mais surtout pour pas entendre le tapis. Ouais. Alors je sais pas si mes voisins du dessous l'entendent, mais en tout cas moi j'entendais plus rien. Et à la fin de la séance, je me suis dit ok, les oreillettes sont un petit peu humides parce que je transpire beaucoup, mais vraiment c'est un autre monde par rapport aux AirPods Pro qui pourtant depuis longtemps sont pour moi, les AirPods Pro 2 sont la référence en termes de réduction de bruit. Ouais, tout à fait. Je vais essayer ce soir ou demain de le faire avec mes AirPods Max, mais je les trouve trop lourds et je cours 50 minutes et tu les sens les AirPods Max. Moi 50 minutes, c'est chiant. C'est vraiment le problème, c'est que en fait j'aime pas m'encombrer entre guillemets inutilement. Et je préfère faire des concessions sur la qualité sonore, et c'est pour ça que je suis un grand fan des écouteurs plus que des casques de façon générale. Par contre, un qui m'a vachement surpris là dernièrement de casque, c'est le Headphone One de Nothing. Franchement,
très bon produit, quoi. Ah, il a un look un peu particulier, c'est vrai qu'il est hyper beau. Moi j'aime beaucoup. Je suis très fan de ce design un peu futuriste. Ça change de tout le reste. T'as l'impression d'avoir un téléphone vu de l'arrière. C'est un bon look et en fait c'est un parti pris. Ils savent que ça va pas plaire à tout le monde. Ils savent que c'est un design très affirmé, etc. Mais ça crée aussi l'identité de la marque, quoi. Exactement. Et tu le reconnais de loin, quoi. Voilà. Et tu sais que Nothing, ça va être du glyph, ça va être de l'interne visible. C'est pas vraiment l'interne que tu vois, c'est une coque, hein, mais c'est stylé, quoi. T'as testé le dernier smartphone qu'ils ont sorti en quasiment en même temps, le Phone 3, ouais, cool aussi. T'as configuré le glyph derrière le petit écran. Ouais, et je trouve que c'est trop anecdotique et que les glyphes tel que c'était avant, tu sais, avec les petites lumières, ça reflétait pour moi plus l'esprit Nothing que la matrice. Moi je trouve qu'il est trop cher. C'est un super appareil, mais il est trop cher par rapport au spec. Il est un peu trop cher. Il est un peu trop cher. Et en vrai, c'est bien la matrice, mais je trouvais plus intéressant les glyphes tels que c'était avant. Ça donnait un visage au smartphone. Là, c'est un petit écran supplémentaire. C'est quelque chose qu'on a déjà vu sur d'autres téléphones. Et en plus de ça, les fonctionnalités qui sont intégrées sont pas. Enfin, tu peux t'en passer, tu vois. Bon, je te propose une petite séquence sympa qui s'appelle Tech ou pas Tech. Ok. Tu sais pas du tout ce que c'est, mais je t'ai juste demandé de me ramener 2 objets importants pour toi. Un objet tech qui a changé ta vie ou qui a bercé ton enfance, et un objet pas tech qui a changé ta vie ou qui a bercé ton enfance. Alors je te laisse commencer et me montrer l'objet tech qui a bercé ton enfance. Alors, attends, parce que ça va être le plus compliqué des deux à sortir. Je sais pas ce que c'est vrai. Ouais, regarde pas, tourne la tête. Hein. Non, je regarde pas, personne ne regarde. Là vraiment, ça c'est mon objet tech. Ça, GameCube. J'étais obligé. On en a eu, on l'a en plus de la même couleur, quoi. Mais celle-là, c'est la OG, tu vois. C'est la mienne. C'est la GameCube que j'ai eue quand j'étais tout petit, tu vois. La GameCube, c'est ma première console de salon. Ah ouais. C'est des heures de jeu avec mes potes, des heures de jeu avec ma petite sœur. C'est très honnêtement, je pense qu'on peut le dire, c'est l'un des designs de consoles les plus réussis. C'est une console qui est ultra sexy, tu vois, elle est trop belle. Toutes les consoles de Nintendo sont toutes différentes. Ouais, mais celle-là, je trouve qu'elle revêt un caractère qui sort de l'ordinaire. Et voilà, j'ai trop de bons souvenirs avec cette console. C'est vraiment, c'est trop de temps passé dessus. Ton jeu préféré sur la GameCube, tu te rappelles ou pas? Je pense que ça va être Need for Speed Underground 2. Il y a un fight quand même, mais Soul Calibur 2. Ah oui, effectivement. Gros jeu de combat, je me suis bien explosé dessus. Il y a trop de pépites en fait sur la GameCube. Double Dash, Mario Kart Double Dash, incroyable aussi. Smash Bros, tu peux pas en choisir un. Donc ça a été ta première console? Ma première console de salon, parce qu'avant j'avais la Game Boy. Enfin, j'ai eu des Game Boy, tu vois. Mais ma maman, elle gagnait pas beaucoup d'argent. Et par contre, celle-là, j'ai pu l'avoir. Et ça, elle m'a suivi pendant des années et genre je suis fan de cette console, quoi. Donc ça c'est l'objet tech qui a marqué ça c'est mon objet phare en fait. Alors attends, moi je vais te montrer mon objet tech qui a marqué ma jeunesse. C'est un magnétoscope. Oh, pas du tout. Putain, un petit clavier MIDI. C'est un MIDI ou un synthé? Il est pas MIDI. OK. Il est pas MIDI. Il a une particularité. Tu vois, la marque, je sais pas si on le voit, c'est Realistic. OK. Realistic, c'était une marque qui était vendue uniquement chez Radio Shack. Donc Radio Shack, c'était un genre de Darty à l'époque aux États-Unis, mais qui était aussi distribué en Europe. Et en fait, Realistic brandé donc avec cette marque-là des produits Casio. Donc en gros, ce clavier, c'est le SK5 chez Casio et il s'appelle le ConcertMate 650 chez Realistic. Et il a une particularité, c'est qu'il a un sampler. Oh putain, incroyable. Donc tu appuies sur un bouton, tu parles, tu as même une entrée audio externe et tu pouvais sampler. Donc c'est un sampler. Le sampler, c'est un échantillonneur en fait. C'est un truc qui te permet d'enregistrer un son et de le rejouer sur le clavier. Et alors, du coup, quand tu le samplais, est-ce que après il pouvait l'adapter sur la touche où tu jouais genre en... Ah oui, exactement, sur toutes les touches du clavier. Ouais. Bon, l'inconvénient c'est qu'il est pas MIDI, tu pouvais pas le brancher sur un ordinateur, mais j'ai commencé à faire de la musique avec ça. C'est incroyable. Donc pour moi, c'est le truc tech qui a changé ma vie. Alors il marche encore, mais par contre les touches de sampling ne marchent plus. Je pense que c'est un problème de micro. Un vrai collector ce truc. Putain, il est cool. Et c'est celui que j'avais quand j'ai commencé à faire de la musique en 89. Donc c'est vieux. Putain, ouais, mais non, mais c'est trop bien. Enfin, tu sais, c'est. Voilà. Mais voilà, mais c'est ce genre de pépites. Tu sais, c'est des genres de trucs où tu passes ta jeunesse entre guillemets dessus pendant des heures. Tu découvres. Moi, j'ai découvert vraiment le jeu vidéo, tu vois. Toi, la musique. Et c'est des trucs, ça marque. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo il y a quelques semaines sur le Walkman de We Are Rewind. Et en fait, j'écoute des cassettes de l'époque où je faisais du rap, donc début des années 90, et il y a des morceaux qui sont faits en partie avec ça, quoi. Putain, j'ai samplé ma voix, j'ai samplé des rythmiques, c'était assez rigolo, quoi. En vrai, je pense qu'aujourd'hui, ça a un bon son rétro. Et si tu arrives à le re-rentrer, tu vois, à renumériser les sons et tout, tu peux peut-être faire des petits trucs. T'as des VST qui le font, ou des audio units qui le font.
T'as pas besoin d'avoir la version matérielle. D'ailleurs, regarde, je sais pas si t'as regardé quand t'es arrivé tout à l'heure, parce que t'es arrivé vraiment par magie. Bah regarde, il ouais. y a des cassettes. Putain, yes. Des cassettes de Salokin, c'est moi en fait. Donc, qui sont dans Je le peux décor. Ouais, tu Benjamin qui a fait le décor. Oh, mais quel beau gosse. Et celle-là, elle a une particularité. Regarde celle-là, tu vois. Ouais. Regarde, et dis-moi si tu vois pas un truc bizarre sur cette cassette. Regarde des deux côtés. Attends, je regarde compétences linguistiques. Ah mais attends, mais elle a été vendue. Elle a un antivol dessus. C'est ça que... Ouais. 49 francs. Elle était en vente à la Fnac. Non. Tu sais, c'était l'époque où tu pouvais aller. Mais elle est scellée en plus. Ouais, elle est scellée et tout. En fait, c'est l'époque où tu pouvais mettre des cassettes en dépôt-vente à la Fnac et les gens les achetaient comme ils achetaient un truc de, je sais pas, de Prince ou de Michael Jackson. Et j'en ai vendu un certain nombre à Fnac de Bordeaux dans les années 90. Voilà. Et j'en ai gardé encore une avec l'étiquette du prix. C'est incroyable. Et dans l'émission sur We Are Rewind, je fais écouter un morceau que j'ai fait à cette époque-là. Donc c'était assez rigolo. Ok, Paul, maintenant... Ouais. Un objet Patek qui a changé ta vie ou qui a bercé ton enfance. Ouais, et bah là c'est un peu plus deep, enfin c'est plus deep, mais non, mais c'est plus, tu vois, on en parlait, mais c'est un vinyle. Hop là, bah alors c'est pas n'importe quel vinyle. Après je rentrerai dans les détails s'il faut. Mais déjà c'est un vinyle parce que la musique. Et la musique c'est ultra important pour moi, tu vois. C'est le deuxième vinyle d'un set parce que c'est la bande originale du jeu vidéo Outer Wilds. D'accord. Ok. Et en fait c'est un jeu, c'est pour moi, enfin c'est mon jeu vidéo préféré parce que c'est très profond, ça questionne beaucoup la place de l'homme dans l'univers, etc. C'est un jeu qui est très réfléchi, très intelligent, c'est un super jeu sur tous les points. Et c'était sur quelle plateforme, sur PC ou tu le trouves aujourd'hui surtout, tu le trouves sur PC, sur PS5, sur Xbox. C'est un jeu, il est sorti en 2017 si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais tu peux le refaire aujourd'hui et il est incroyable. Et les musiques et la BO est totalement folle. Donc si vous l'avez pas fait, faites-le parce que c'est une pépite. Voilà, achetez Outer Wilds. Voilà, et écoutez la musique aussi. Et écoutez la musique parce que c'est un travail de fou furieux qui est fait sur ce jeu, tant dans le scénar que dans la musique, etc. J'ai même pas pensé à porter un vinyle. Il y a des vinyles qui ont changé ma vie. Quoi. Ouais. Mais j'ai pris autre chose. Est-ce que tu sais ce que c'est ça ? Ah bah oui. Ah bah oui. Putain. Mais tu sais que j'avais le même, la version un peu plus grande, je crois. Ah ouais ? Ouais. Ah, je savais même pas qu'il existait. T'es sûr qu'il existe ? Alors attends, est-ce que t'es sûr que c'était la version plus grande ou est-ce que c'était pas toi qui a grandi par rapport à l'époque où tu l'utilisais ? Non, je crois vraiment que c'était un tout petit peu plus grand que celui-là. Mais ouais. Comment t'appelles ça toi ? Télécran. Ok. Ouais. Aux États-Unis, ça s'appelle Etch a Sketch. J'ai tourné hier une vidéo. Okay. Retrotech. Alors Retrotech, c'est un format qu'on avait lancé sur Instagram il y a 2 ans et qu'on a décidé de décliner en version un petit peu plus longue sur YouTube. Donc j'ai tourné le Retrotech du télécran pour expliquer l'histoire incroyable de ce produit qui a été inventé par un électricien français et qu'on voit dans Toy Story, qui est devenu un objet culte et que tu peux toujours aujourd'hui acheter ça sur Amazon. J'ai acheté celui-là sur Amazon. Même en neuf, j'imagine. Mais tu l'achètes en neuf, il est toujours distribué. C'est un truc de fou. Le truc date de 1959. Le concept, il est simple. C'est que tu as des boutons. Avec les boutons, tu fais déplacer une petite bille. Bon, là, on voit rien parce que ça doit être tout petit, mais tu fais déplacer une petite bille qui crée un dessin. Et je vous invite à regarder, parce que normalement, elle sera sortie au moment où vous verrez ce podcast, l'émission qu'on a tournée sur le télécran où je vous explique l'histoire du télécran qui est une histoire complètement folle sur un produit que tu peux acheter aujourd'hui à 25 €, quoi, qui est toujours en vente en neuf. Voilà. Moi j'ai vu ça tout jeune et c'était des heures et des heures de jeu. T'es là, tu dessines des trucs. Bon, fallait avoir un petit niveau en dessin quand même pour avoir des résultats potables à la fin. Ouais, mais genre va faire un cercle là-dessus, quel enfer. Ah oui, ça c'est. Le cercle, c'est impossible. Parce qu'en fait, t'as des coordonnées XY un peu bizarres, et donc du coup, il y a un moment, il faut que tu tournes tout dans un sens, et puis après que t'inverses un sens. C'est très très difficile. C'est tout un. Et puis tu peux pas effacer ce que tu viens de faire. Bah non. T'es obligé de tout effacer si tu veux recommencer. Tu fais ça pour effacer. Tu secoues. Si tu t'es planté, c'est mort. Il y a pas de gomme. Voilà. Non. Bon, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de batterie, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas d'obsolescence. Non, ça marchera à vie, ça. Ça marchera à vie. Enfin, tant que le magnétisme est encore là, quoi. Exactement. Le seul truc que tu peux avoir sur un produit que tu utilises depuis des années, c'est l'écran qui est un peu marqué, quoi. Ouais, à force de l'utiliser, ça laissait des traces au fur et à mesure. Je sais pas si t'as entendu, mais j'ai entendu quelqu'un dans le fond de la pièce, là. On va faire un petit jeu, si vous voulez. Je te laisse tourner la roue. Ok, et je vais lancer la roue de The Grand Game qui tombe sur Retrotech. Ok, et on doit faire quoi, chef ? Vous allez faire un petit quiz. Donc vous êtes en compétition, je vais vous donner 2 buzzers. Et puis vous allez répondre à plusieurs petites questions. Ok, let's go. Alors, on vérifie si ça marche, Paul. Ouais, c'est bon, ça marche. Ça casse les oreilles. Ça défonce les oreilles. C'est violent, quoi.
Je crois que je vais le mettre dans mon bureau pour appeler Fanny parce qu'elle m'entend pas quand je l'appelle depuis mon bureau. Vous êtes prêts? Ouais. Ok, très bien. Première question. Quelle invention a popularisé la musique grâce à des cassettes audio et des écouteurs? Le Walkman. Bonne réponse. J'ai même pas entendu la question et t'as déjà répondu. Deuxième question. Quelle machine tapait du papier en frappant mécaniquement des lettres avant l'arrivée massive des PC? Bah, c'est la machine à écrire. Allumé. Troisième question. Comment s'appelait le petit animal virtuel japonais qui fallait nourrir? Tamagotchi. Oui. Bonne réponse. Ça y est. Un point, je suis l'honneur et ça. Tiens, en parlant du Japon, tu vas au Japon, c'est ça? Ouais. Wow, ça Ouais. va être trop bien. Je pars pendant 1 mois et demi là. On va te suivre sur les Attends. réseaux pour Évidemment, sur Instagram, tout va se passer sur un Insta. mois et demi au Japon. Ouais. Trop bien. Sac à dos, appareil photo. Terminé. Je vous ramènerai des Tamagotchi. Ouais. Prochaine question. En quelle année est sorti le premier ordinateur Macintosh de chez Apple? Bah, j'aurais dit 72. Alors non, je suis désolé, mais là je Ah, porte mec. plainte. Je porte plainte contre l'arbitre qui a dit Macintosh. Oui, je me suis Alors, je rendu suis compte désolé, que mais c'est pas un Macintosh. Donc Macintosh. le produit Macintosh n'existe pas. On est d'accord. On est bien d'accord, oui. C'est Macintosh. Macintosh, oui. Ah, alors non, c'est pas 76. Non. Le premier ordinateur, c'était, je crois, Il y a eu le Apple One. Apple One. Ensuite, il y a le Lisa ou l'Apple II, Lisa, Apple II Lisa, il me semble. Macintosh. Ah, si, je sais. Je sais pas. 1984. Bonne réponse. Mais attends, mais c'était 84. Rappelle-toi, C'était ils là avaient- la pub. Oui, c'était la fameuse pub. Oui, mais oui. Avec inspiré du film 1984 Ouais. de George- par rapport au bouquin de George Orwell. Ouais. 1984. L'honneur est sauf. Vous êtes prêts? Oui. Prochaine question. Quelle est la première vidéo mise en ligne sur YouTube? Facile. Je l'ai. Bah, Mais c'est qui? un des deux C'est fondateurs. Nicolas qui a besoin en premier. Ok. Alors, c'est un des deux fondateurs qui est au zoo Ouais. Ouais. et qui montre un éléphant derrière lui. Ouais, mais t'as le titre? Ah putain non. Moi je l'ai. C'est quoi? Me at the Zoo. Bravo. Ah, on va en faire une dernière pour vous départager. On va Allez. y aller tous les deux. Et attends, il y a une anecdote là-dessus. Il y a une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps où t'avais l'équipe de YouTube qui, quelques mois après, se filmait dans leur bureau où ils disaient oh là là, il y a que 40 vidéos sur notre plateforme, ça va jamais marcher. Et les mecs, ils étaient dépités quoi. Et aujourd'hui, t'en as 40 000 qui sortent chaque seconde, minute quoi, ouais, tu vois. ouais, c'est incroyable. Truc de fou. Dernière question pour vous départager. Quel est l'ancêtre de la musique chez Apple? L'ancêtre de la musique? Chez Apple. L'ancêtre de la musique? Hmm. Je comprends pas la question. L'ancêtre de Apple Music, s'il te plaît. Oui. Ah, iTunes? Oui. Ouais, elle était pas hyper. Ouais, non, mais moi je l'avais, mais toi t'as buzzé avant de comprendre Ouais, la question. ouais. T'as Si, réfléchi parce que- après. Tu prends de la main. Tu vas en faire une autre ou pas? T'as d'autres questions? J'ai Oui. d'autres questions. Vous voulez faire une autre? Allez, vas-y. Moi je suis joueur. Quel petit cube coloré inventé en 1960? Rubik's Cube? Évidemment. Je sais le film. C'est vrai? Ouais, en tout cas à mon prime, je le faisais en 1 minute 30. Genre à 1 ma minute meilleure- 30, c'est ouais, ouais. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un ou deux patterns sur lesquels j'ai un peu de mal parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. C'est hyper difficile. Ouais, mais en fait, c'est juste des combinaisons à apprendre. Et en Ouais, fait, une fois ouais. que t'as les combinaisons, ça va tout seul. Mais il faut savoir qu'il y a une période où j'avais un métier où j'avais beaucoup de temps à perdre et j'ai appris à résoudre à peu près tous les Rubik's Cube. Il y a une autre question ou c'est fini? C'est fini. Vous êtes départagé. Et alors? Qui a gagné? L'Anacrium a gagné. Et oui. Allez. Non mais Qui a triché? beau combat, bravo. J'ai pas Bravo, triché. bravo. Merci, merci, Vraiment, merci. Respect. C'était un Alors, bon match. Pour conclure cette émission, d'abord, je suis hyper content que tu aies pu venir avec nous. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, franchement, c'était cool. J'ai un truc à te demander. D'abord, c'est quoi ta prochaine vidéo? Ma prochaine vidéo, là, tout de suite, au moment où on tourne, c'est le test de la Go Ultra de chez Insta360 qui sort dans littéralement 22 minutes actuellement. Donc, en Là, fait, c'est sous embargo. Ouais, et c'est du très bon matos. T'avais testé la Go 3 déjà et la Go 3S? J'ai fait la Go 3, la Go 3S, j'ai fait pas mal de caméras de chez Insta donc, parce que je travaille avec eux à l'année. Et encore un petit banger très très cool pour le grand public, franchement. Bah attends, justement, ça devait être un des petits jeux qu'on pouvait faire. Hein. Ouais, Tu as 60 secondes pour me vendre cette caméra. ok. Est-ce que t'es prêt? Ouais. C'est parti. C'est très simple. Si tu veux partir en vacances et pas avoir à t'occuper de gérer ton cadrage ou ne serait-ce que de penser à ce que tu dois filmer, tu prends la Go Ultra, tu la fixes sur ton t-shirt de façon magnétique avec un petit pendentif ou sur ta casquette pour directement filmer ce que tu vois. T'es en main libre, donc tu peux profiter pleinement de l'instant sans même avoir besoin de te poser la question de est-ce que ce que je filme c'est bien cadré et tout, puisque en fait ce que tu filmes c'est ce que tu vois. Voilà, tout simplement. C'est juste incroyable. T'as des heures d'enregistrement directement avec la caméra. Tu peux filmer plus que 3 minutes, là où les Ray-Ban par exemple c'est limité à 3 minutes, tu vois. Tu as de la 4K à 60 images par seconde.
directement la possibilité d'éditer tes fichiers sur ton téléphone. Bref, c'est vraiment la caméra, je pense, la plus polyvalente que tu peux retrouver aujourd'hui sur le marché pour le grand public et tu sais, facilement transportable. Tu as un petit écran de retour pour te vlogger. Le son qui est capturé par la caméra, il est juste incroyable. Franchement, j'ai halluciné à quel point les micros qu'ils ont mis sont très bons. Bref, c'est vraiment un produit incroyable. Ok. Bon, ça veut dire que Incroyable. moi je suis convaincu, ça me donne envie de l'acheter. Par contre, tu parlais des Ray-Ban Meta, c'est pas du tout le même concept. Hein. Ray-Ban Meta, elle filme plutôt en vertical. Là, ça filme en 16/9 horizontal où tu peux le mettre en vertical si tu veux. Et ben, c'est l'avantage, c'est que tu peux filmer dans les deux formats en même temps. En même temps ? Ouais. D'accord, ok. Tu peux filmer soit en mode free frame. Sur la première version. Tu as toujours eu le mode free frame qui te permet dans un cadre de choisir soit en 9/16e, soit 16/9. Là, c'est le même principe. Et soit tu veux filmer en 4K dans les deux formats, tu peux faire tourner ta caméra pour choisir l'un des deux formats. Soit effectivement, tu te mets en free frame et tu peux exporter les deux. Quoi. Bon, écoute, au moment où le podcast sortira, la caméra sera sortie. Ouais, et j'espère qu'ils auront bien aimé la vidéo que j'ai faite. Tu vois. Et tu sors ta vidéo quand là ? Et bah là, elle sort dans 1 heure. Ok, voilà. Très bien. Et est-ce qu'ils t'ont pitché pour le drone qui filme en 360 parce que là, c'est un truc de fou, carrément. Alors, malheureusement, non, parce que je pense que c'est... ils ont fait ça en collaboration avec Anti-Gravity. Ouais. Et c'est pas Insta360, il me semble, directement. Ah. Mais j'en ai touché 2 mots à mon contact chez Insta360. J'aimerais beaucoup tester ça parce que ça a l'air vraiment fou. Dernière question, Paul, et après, je vais te laisser filer parce que tu dois aller vérifier que ta vidéo, elle sort correctement. Ouais. Je vais te demander un petit truc et il va falloir revenir dans 3 ans pour vérifier si ce que tu as dit est vrai. Ok. Je voudrais que tu me fasses une prédiction aujourd'hui, et moi je te ferai la mienne, une prédiction aujourd'hui sur un truc qui va arriver ou qui sera déjà disponible dans 3 ans. Et j'invite les gens qui regardent cette vidéo à revenir donc en 2028 pour vérifier si ce qu'a dit Paul c'est vérifié. Genre une technologie ? Ça peut être une technologie, ça peut être un service, ça peut être un produit, ça peut être ce que tu veux qui a un rapport un petit peu avec la tech. Je te laisse réfléchir. Ouais. Et si tu veux, moi je te donne le mien. Ça te permet de réfléchir pendant ce temps. Carrément. Donc là, on est en août 2025. En août 2028, je pense que là aujourd'hui on a des IA qui font des morceaux de musique tout seuls. Tu vois, par exemple, quand on est parti au CES, on a demandé à une IA de nous créer un morceau de A jusqu'à Z. Ils ont fait un morceau génial. On leur a dit qui on était. On a utilisé cette musique. On leur a dit qu'on allait au CES pour décrire des objets tech. Et la musique était tellement bluffante qu'on a mis ça au début de notre vidéo du CES 2025. Je te coupe 2 secondes. Toutes les musiques d'ambiance de mes vidéos, maintenant, c'est moi qui les génère par IA. C'est vrai ? Ouais. En fait, avant, je trouvais... tu sais, j'avais des banques de musique standard. Le problème, c'est que je trouvais jamais la texture sonore que je voulais, qui correspondait à mon truc, et pouvoir changer assez régulièrement de musique, tout en gardant le même style. Et en fait, du coup, maintenant, je les génère, tout simplement. Et c'est trop cool. Trop cool pour ça. Alors, moi, ma prédiction à ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui, on entend plein de musiques qui sont générées par des IA. Il y a même des morceaux qui sont intégrés de manière un petit peu à la One Again par les plateformes. Spotify a été accusé de faire ça. Et moi, ma prédiction, c'est qu'en 2028, il y aura déjà eu au moins un morceau qui aurait été numéro 1 des charts dans le monde et qui sera entièrement généré par une IA. Aujourd'hui, je pense que les morceaux qui sont faits, ils sont bien, c'est dansant, etc. Ça reprend les codes des tubes qu'on connaît tous, mais il manque parfois de l'émotion, tu vois. T'as des morceaux, quand tu les fabriques, parfois t'as des accords qui sont faits par accident, des trucs comme ça. Moi, ça m'est souvent arrivé en faisant de la musique. Qui amène du vivant. Voilà, qui amène du vivant. Ce que n'a pas aujourd'hui encore l'IA, il n'y a pas d'émotion en fait. Même si tu peux lui apprendre à avoir des émotions. Mais je pense que le moment où une musique va séduire des gens à tel point que le morceau sera ultra populaire, qui sera numéro 1 dans le monde et qui sera généré par une IA, je pense qu'en 2028 on y sera arrivé. Ok. Donc si on est en 2028 et que vous voyez cette vidéo et que j'ai raison, merci de déposer un petit commentaire. Et moi je pense que en 2028 on n'aura plus de smartphone et que on aura que tout passera par des lunettes ou assimilées, tu vois, lunettes, lentilles avec un écran, et on conversera avec une IA qui fera pour nous en fait toutes les tâches. Alors tu dis qu'il y aura plus de smartphone ou tu dis que moi je pense que ça sera déjà disponible. Je pense que ce sera disponible, mais on s'orientera bientôt, hein. On s'orientera vraiment sur plus acheter des lunettes plus que des smartphones. Tu vois, genre que ça va commencer à faire le shift en 2028. Je pense qu'en 2028 on sera sur un shift vers les lunettes, tu vois, avec un petit écran, une surimpression qui te dit tourne à droite là, ou t'as reçu un message de Jean-Michel, tu vois. Donc un mix entre les Apple Vision Pro, entre les Ray-Ban Meta, entre les Google Glass, si vous vous souvenez. En fait, le concept des Google Glass, mais vraiment mis au goût du jour, tu vois. Et ça m'étonnerait pas. Ok, et on verra ça. Je touche du bois parce que j'ai hâte, mais ok, moi je touche du bois parce que j'aime bien cette décoration. Elle est très jolie déco. Bravo Benjamin, bravo Fanny, vous avez bien bossé. Très belle déco. Ok, écoute,
Paul, merci beaucoup. On va merci pour l'invite. remettre en description de la vidéo tes coordonnées, où est-ce qu'on peut te retrouver, pas ton numéro de téléphone, on va juste mettre Mon ton adresse Insta, ton postale. YouTube, voilà, ton adresse postale. Mon groupe sanguin. Voilà, ton groupe sanguin, ça peut être utile. Hein. Merci beaucoup d'être venu, j'espère Merci, que trop cool. tu t'es bien marré. Moi, Ouais, je me c'était un suis bien super marré, moment. j'ai adoré ça. Et j'ai une dernière question avant de te laisser partir. Ouais. Qui est-ce que tu aimerais voir dans ce fauteuil à ta place pour le prochain podcast? Marty. Ah, c'est une bonne idée. Voilà. C'est une bonne idée. Ok, bon, on va essayer de contacter Marty, lui demander s'il veut venir. Et bah trop cool. Merci Paul. Merci. Merci à vous, merci de votre fidélité pour ce premier numéro de The Grand Talk. On espère que vous reviendrez pour les prochains. On ne sait pas exactement quand le prochain va sortir, mais en tout cas, c'était le premier. On espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Si vous avez des questions pour Paul ou pour l'équipe de The Grand Test, moi y compris, vous pouvez les poser en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut. Mm-hmm.